Top Congo, il est 19 h. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Des affrontements en cours non loin de Kanyamaoro dans le territoire de Nyiragongo. Les éléments des forces de défense rwandaises étaient en train d'envahir le territoire congolais. C'est la société civile du Nord Kivu qui l'indique. Du côté FARDC, on affirme que les offensives n'ont pas été lancées, mais on a répondu à la violation du cessez-le-feu par des éléments en provenance du Rwanda. Top Congo FM. Question écrite adressée au gouverneur du Kwilu, c'est sur la concession de 42 000 hectares attribués à la compagnie agro-pastorale du Congo dans le territoire de Bagata. Le député provincial Donald Sindani veut voir clair sur le sort des terres occupées par les communautés locales. Top Congo FM. Les baleinières en bois vieilles de 5 ans ne pourront plus naviguer sur le fleuve Congo et les lacs aussi. Un arrêté sera pris d'ici le week-end par le ministre des Transports et Voies de Communication pour annoncer les sociétés frappées par cette décision. Top Congo FM. Levée de la grève des sociétés pétrolières de la zone sud de la RDC, décision prise après la publication par le gouvernement congolais de la nouvelle structure des prix dans la zone sud. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, des affrontements en cours non loin de Kanyamaoro dans le territoire de Nyiragongo. Les éléments des forces de défense rwandaises étaient en train d'envahir le territoire congolais. Ils ont été stoppés net. C'est Mambo Kawaya, la société civile du Nord Kivu, qui l'indique. Il précise que les Wazalendo ne sont pas impliqués dans les affrontements. On l'écoute. Présentement, il y a des affrontements qui continuent entre les deux parties, notamment les RDF et les forces armées. La République démocratique du Congo, précisément non loin de Kanyamaoro. Vous savez que l'ennemi, depuis le matin, a voulu peut-être pénétrer le pied du volcan, donc la colline qui est devant le volcan Nyiragongo. Et l'armée congolaise a été très vigilante et a fait tout pour contraindre l'objectif de l'ennemi. Mais après cela, l'ennemi a tenté maintenant, a commencé à larguer plusieurs bombes sur les positions situées juste au niveau de Kanyamaoro. Là aussi, l'armée a réagi sans pardon, en tirant aussi vers l'ennemi. À ce moment, les tirs continuent. En tout cas, c'est un combat vraiment de corps à corps. Vraiment, il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de blague. C'est vraiment une guerre réelle. Et les Wazalendo ne sont pas concernés par ces combats? En tout cas, cette fois-ci, il n'y a rien à dire à ce qui concerne les Wazalendo parce que ce sont des forces armées qui s'engagent maintenant contre l'ennemi. Comme l'ennemi a été premier à s'attaquer contre ces positions, l'armée aussi a réagi vigoureusement. Et on apprend que du côté du Rwanda, les autorités rwandaises ont demandé à leur population de quitter la frontière. C'est pour préparer une offensive contre la RDC? En tout cas, si vous voyez de la borne première jusqu'à la dernière borne, donc à partir de la grande barrière dans la ville de Goma, en montant vers Nyiragongo, il y a vraiment eu des dispositifs terribles du côté rwandais. Du côté congolais, bon, on observe encore parce que ça part. Tout part aussi des stratégies militaires. Je n'ai rien à commenter là-dessus. Mais du côté rwandais, en tout cas, il y a vraiment tant de militaires. Mambo Kawaya, membre de la société civile de la province du Nord Kivu, du côté des FARDC, on affirme que les offensives n'ont pas été lancées, mais on a répondu à la violation du cessez-le-feu par des éléments en provenance du Rwanda. On écoute le colonel Guillaume Djike, porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu. L'armée rwandaise opérant sous couvert du M23 a attaqué une de nos positions. Au versant du volcan Nyiragongo, c'est en plein territoire congolais. Il n'est nullement question d'une quelconque frontière. Une de nos positions a été attaquée et vu qu'ils ont violé le cessez-le-feu, l'armée avait ses devoirs, les forces armées de la République démocratique du Congo, de barrer route à l'ennemi et ainsi protéger notre population et l'intégrité territoriale. Donc l'armée n'est pas entrée en guerre?
Écoutez, nous avons fait tout ce qui était de notre possible pour barrer d'abord la route à l'ennemi. Mais aussi, nous déplorons une chose, c'est qu'après avoir mis l'ennemi en déroute, l'ennemi a tourné ses tirs de mortier sur les positions de l'EAC, ayant conduit même à la mort d'un militaire de l'EAC. Mais que comptez-vous faire pour prévenir ces genres d'attaques? Ce que nous voulons faire, c'est que nous demandons au M23 avec les alliés de l'armée rwandaise, parce qu'ils ont violé les cessez-le-feu, nous voulons savoir s'ils se sont inscrits sur la voie de la guerre, et bien voilà, qu'ils le disent officiellement, et nous sommes prêts à en découdre jusqu'à les mettre en dehors de nos frontières. Mais qu'est-ce que vous attendez pour lancer l'offensive? Vous voyez bien que l'ennemi a lancé des attaques contre vos positions. Écoutez, Eric Ambago, nous sommes une armée nationale républicaine. Vous êtes sans oublier que l'armée est apolitique et elle est soumise à l'autorité civile. Et au regard de cela, il y a d'accord issu de pourparlers de Luanda et de Nairobi. Et donc vous continuez à respecter ces accords? Oui, des accords des chefs d'État de Luanda et de Nairobi. Mais jusqu'à quand le respect de ces accords alors que vous êtes attaqué? Posez aux politiques, votre armée est prête. Le chef de l'État a mis à notre disposition tout le moyen possible pour en découdre avec l'ennemi, mais nous n'allons pas y aller en vente en guerre. Le colonel Guillaume Djiké, le porte-parole du gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu. Et puis la paix et la sécurité entre la RDC et le Rwanda passent également par le commerce transfrontalier exécuté dans les meilleures conditions. C'est le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics qui l'a dit lors du lancement mardi des travaux de construction du poste frontalier de la petite barrière de Goma au Nord Kivu. Alexis Guissaro a indiqué qu'au-delà de l'option diplomatique, la RDC est sur la bonne voie d'activation d'autres options en vue de se rassurer du retour de la paix dans l'est du pays. Détail, Jonathan Combi. C'est dans un contexte particulier, marqué par des tensions sécuritaires entre la RDC et le Rwanda, que ces travaux de construction du poste frontalier de la petite barrière ont été lancés ce mardi à Goma. Pour le ministre d'État et ministre des ITPR, Alexis Guissaro, la construction de ces infrastructures frontalières modernes vise à faciliter l'intégration économique régionale et la restauration de la paix. Ça permettra une réduction du temps. Donc aujourd'hui, à l'image de ce qui se passe à la Grande Barrière, on est passé de 45 minutes à peu près de traitement à 5 minutes aujourd'hui. Sentiment de satisfaction de la part du conseiller spécial du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des infrastructures, Maître David Kamoua, qui loue les débuts des 10 travaux. Le gouvernement provincial du Nord Kivu est autant heureux d'être à la fois témoin et bénéficiaire de ce projet. Pour les directeurs pays de la Banque mondiale qui financent ces travaux sous les coûts de plus de 7 226 000 $ américains, dans le cadre du projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs PFCGL, il s'agit là d'un programme qui va désormais alléger la tâche, non seulement aux services œuvrant à la douane, mais aussi et surtout à ses usagers, dont les femmes et les jeunes petits commerçants. Albert Zefak. Les échanges commerciaux peuvent favoriser l'intégration des économies et réduire les conflits en raison des coûts disproportionnés et dissuasifs que ces confrontations génèrent. Ces travaux seront exécutés par la Société Générale Congolaise pour une durée de 9 mois. Goma, Jonathan Kombi pour Top Congo FM. On reste dans la région pour parler des opérations conjointes FARDC-UPDF, l'armée ougandaise. Ces opérations doivent être étendues dans toute la région de Béni et le gouvernement doit donner les moyens et les équipements qu'il faut au FARDC pour barrer la route aux rebelles ougandais ADF. Proposition faite par Grégoire Kiro, député national élu de Béni. Il a formulé ses recommandations au lendemain du massacre de plus de 20 personnes à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, par les ADF et alliés. Ce député national a condamné cette énième attaque contre les populations civiles à Béni. Grégoire Kiro est au micro de Mamichela. La cité d'Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, a connu l'horreur dans la nuit d'hier à aujourd'hui avec une incursion des ADF qui s'est soldée par le massacre de plusieurs dizaines de nos compatriotes. Un bilan parle de 26 morts, de plusieurs blessés ainsi que des dégâts matériels très importants. C'est pour moi l'occasion donc de réclamer plus d'anticipation de la part de notre armée et pour cela les effectifs doivent être revus à la hausse, ainsi que les moyens matériels mis à la disposition des FARDC. C'est aussi pour moi l'occasion de demander que les opérations conjointes entre les FARDC et l'UPDF soient étendues à toute la région pour plus d'efficacité.
C'était le député national Grégoire Kiro, élu de Béniville dans le Grand Nord du Nord Kivu. Et puis un constat sur l'accord cadre d'Addis Abeba signé il y a près de 11 ans par les États de la région des Grands Lacs. L'accord ne profite pas à la RDC puisqu'il donne plus d'obligations. C'est le coordonnateur national du mécanisme de suivi qui l'a déclaré mardi à Kinshasa. C'était à l'ouverture d'un séminaire sur la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Selon Alphonse Tumba Luaba, le Rwanda est plus récidiviste malgré son engagement à cet accord. L'accord cadre nous paraît assez déséquilibré. Les obligations pèsent beaucoup sur la République démocratique du Congo et c'est la RDC souvent qu'on demande de rendre compte et nous voulons que la redevabilité puisse incomber à tous les États de la région parce qu'on ne peut pas comprendre que l'accord cadre existant le Rwanda soit autant récidiviste, continue toujours à appuyer des groupes armés, à réarmer. Mais il faut que je vous dise que le Rwanda recycle lui-même parfois les FDLR dans les éléments armés qu'il nous envoie sur notre territoire. Il faut se demander où est-ce que les FDLR coulent les produits de leur pillage, de leur trafic illicite, si ce n'est dans les pays limitrophes et notamment au Rwanda. Qu'on nous cite des exemples au cours de ces 10 dernières années où les FDLR ont attaqué le Rwanda, comme on voit les M23 massacrés en RDC. Alphonse Tumba Luaba, le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Soulignons que ce séminaire a été ouvert par le vice-ministre de la Justice Tadé Mambou, l'envoyé spécial secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wang Xia, qui prend part à ce séminaire, a déclaré que 10 ans après, l'accord cadre d'Addis Abeba doit être un instrument référent pour la coopération entre les États de la sous-région des Grands Lacs africains. On parle de la fin de la formation des forces spéciales de la Légion nationale d'intervention de la police. Ces policiers ont suivi une formation axée entre autres sur la libération des otages, la traque des terroristes, la protection des hautes autorités ainsi que le combat corps à corps. Pour le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, cette unité de police doit consacrer sa carrière au service de la population congolaise qui a financé cette formation à hauteur des millions de dollars américains. On écoute Peter Kazati. Toute armée sans discipline n'en est pas une. Vous faites partie de ces corps, des forces de défense et de la sécurité du pays. Et donc, vous devez honorer votre serment. Être soldat, c'est d'abord un état d'esprit. D'où la nécessité de développer votre mental. Vous avez votre commandement qui donne des ordres, mais aussi vous avez la loi de la République qui organise la police. Ce sont les deux outils qui doivent vous caractériser. L'obéissance au commandement et le respect des lois et règlements de la République. Sans la police, la société n'existe pas. C'est la jungle, c'est le désordre. Voilà pourquoi vous êtes là pour mettre de l'ordre et non pas pour mettre le désordre. Parce que, avec les moyens qu'on vous a donnés, le peuple congolais compte sur vous. Vous êtes là pour les peuples, pour protéger les peuples. Protéger les peuples, c'est lutter contre ceux qui font du mal à ces peuples, ceux qui violent les règlements et les lois de la République. Et je vous dis que votre formation a pris des millions à la République. Et on va continuer à travailler pour améliorer vos conditions de vie. Vous êtes une élite de la République et vous devez être fiers d'appartenir à la police nationale congolaise. Peter Kazati, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Mise en œuvre de l'agenda paix et sécurité, la résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulou, a lancé le guide pratique pour sa matérialisation. En fait, la résolution 2250 est une décision du Conseil de sécurité de l'ONU qui appelle les États membres à accroître la représentation des jeunes au sein de leurs institutions et dispositifs de prévention de conflits violents d'une part et d'autre part à soutenir les activités déjà menées par les jeunes en faveur de la paix et de la sécurité. Ce document contient une série de mesures pratiques pour faciliter l'application de cette résolution. On écoute le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulou, au micro de Walter Couille. Du côté de la République démocratique du Congo, plusieurs piliers sont mis en œuvre, notamment la participation de jeunes qui aujourd'hui, en termes de participation dans la gouvernance publique, est chose effective. Et je peux me permettre de le dire, nous sommes le premier pays en Afrique de pouvoir donner la parole aux jeunes dans les instances de décision. En ce qui concerne le programme de démobilisation et réinsertion, qui est un programme que la République démocratique du Congo met en œuvre, il y a la volonté du président de la République qu'il a renouvelée à travers
la nomination d'un nouveau comité du programme de démobilisation et de réinsertion en vue de booster cet axe qui est un axe important pour le retour de la paix dans notre pays. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les gouverneurs des provinces pour accélérer la mise en œuvre des secrétariats provinciaux afin de permettre aux jeunes des différentes provinces de pouvoir bénéficier de ces différents acquis. Nous ferons de cet outil un outil de sensibilisation d'abord au niveau des institutions, également un outil pour permettre à ce que la mise en œuvre de cet agenda soit effective sur le plan national. Top Congo FM est à Mbuji-Mayi, dans le Grand Kasaï, sur la 88.4 FM. Et puis, on parle politique à présent. La Cour constitutionnelle s'apprête à traiter les dossiers en contestation pour les candidats à la présidentielle. Des requêtes sont introduites. Le candidat Seth Kikouni s'attaque à la candidature de Félix Tshisekedi et réclame son invalidation. L'avocat de Seth Kikouni, maître Ramazani Chabani, qui a introduit la requête de ce candidat malheureux à l'élection de 2018, attaque l'identité de Félix Tshisekedi sur le principe d'immutabilité du nom. Maître Ramazani Chabani est au téléphone de Trésor Kiyombo. Le candidat Seth Kikouni a saisi la Cour constitutionnelle pour invalidation de la candidature qu'il a estimée irrégulière de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Où se situe l'irrégularité dans la candidature de Félix Tshisekedi? Oui, l'irrégularité dans la candidature de M. Félix est située dans le fait, premièrement, que la même en 2019, le 19 janvier, si je ne me trompe pas, 2019, a été déclaré président de la République par décision de la Cour constitutionnelle en tant que Tshisekedi Félix. Et aujourd'hui, le candidat Seth Kikouni s'étonne que la même personne physique se présente à la même élection présidentielle sous un autre nom, en dépit du principe de l'immuabilité du nom consacré par les articles 54 et 56 et 64 de notre code de la famille. Cette requête ne vise-t-elle pas à bloquer de plus en plus le processus électoral qui connaît déjà beaucoup de contestations? Non, il faut savoir que le processus électoral ne devrait pas être lié à une personne. Il n'est pas dit que si M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine n'est pas candidat, que le monde va s'arrêter. C'est une personne comme toutes les autres personnes. Beaucoup estiment que votre requête ne sera pas examinée parce qu'elle est déposée hors délai. Ça sera un débat judiciaire. Vous serez là, j'imagine. Vous vous rendrez compte que le délai a bel et bien été respecté. Maître Ramazani Chabani, l'avocat de Seth Kikouni, candidat à la présidentielle. En réaction à l'Union sacrée, on estime que cette requête sera rejetée, notamment faute de soubassement et au dépassement du délai. On écoute le député Bernard Kayumba, membre de l'Union sacrée. Vous savez, lorsque un candidat président de la République manque du projet de société devant lui permettre d'être élu, voilà la distraction qu'amène le candidat malheureux en 2018, Seth Kikouni, qui en 2018 n'avait même pas obtenu 1000 voix, aujourd'hui encore candidat, en train de gaspiller plus de 70 000 $, l'argent qui pouvait même aider le villageois de son village pour qu'ils aient quand même une aisance commerciale. Mais aujourd'hui, il se donne le culot d'aller ester en justice le candidat président de la République à sa propre succession, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui d'ailleurs, ce sera une requête qui sera non recevable parce qu'il manque de soubassement. Vous savez, c'est une pure distraction vis-à-vis un manque de respect de nous, les cadres de l'Union sacrée de la Nation. Nous pensons que nous connaissons des candidats qui sont sous-traités par la communauté internationale pour déranger la quiétude du bon fonctionnement du processus électoral. Nous tenons à rassurer les uns et les autres qu'il y aura bel et bien élection. Comme vous le savez, ça, ce sont des manœuvres dilatoires vis-à-vis de nos amis de l'opposition, voulant discréditer ce processus électoral. Bernard Kayumba, membre de la conférence des présidents de l'Union sacrée de la Nation, au téléphone de Trésor Kiyombo. Et puis Corneille Nangaa, traduit en justice, l'acteur politique Christian Tabalidzi, qui avait récemment renoncé à sa candidature à la présidentielle au profit de Félix Tshisekedi, porte plainte contre l'ancien président
de la CENI, Corneille Nangaa, pour violation du secret professionnel et outrage au chef de l'État. Il estime que les animateurs des institutions démocratiquement élus ne sont redevables que devant le peuple. Christian Tabalenzi est au micro de Rachel Innosiwe. La raison majeure de cette démarche, c'est le respect de la République, de ses institutions et des animateurs de dites institutions. Ce que j'attends des autorités du parquet après le dépôt de cette plainte, c'est l'interpellation de M. Nangaa, qui par ses propos a jeté l'opprobre sur non seulement la personne du chef de l'État, qui est la première institution de la République, mais aussi il a insulté tout le peuple congolais qui a mandaté le président à ses fonctions. Madame, vous savez très bien que le parquet est le maître de l'action publique, c'est-à-dire qu'il est le seul à requérir la condamnation pénale d'un infracteur, a pour mission notamment de rechercher les infractions, interpeller leurs auteurs et les déférer devant le juge en vue de leur condamnation. Donc, en bon citoyen, je veillerai que cette mission du parquet soit exécutée sans désemparer. Madame, pour répondre à votre dernière question, je vous informe que je ne suis pas demandeur d'emploi ou d'un quelconque poste. Je mène une vie sociale aisée. Cette démarche ne vise qu'une et une seule chose, c'est le respect des institutions de la République. Il y a du courage qu'il faut décourager dans la vie pour le mieux-être de tous. Christian Tabalenzi est au micro de Rachel Innosiwe. Puis la CENI doit traiter avec beaucoup de délicatesse la question du fichier électoral. Les parties prenantes au processus électoral doivent être pleinement associées aux différentes opérations pour des élections réussies. C'est l'une des recommandations formulées dans une table ronde des leaders organisée par l'Église anglicane du Congo en collaboration avec la société civile Force Vive de la RDC. Cette réunion avait pour but d'analyser et évaluer le processus électoral en cours. On écoute Monseigneur Archevêque de l'Église anglicane Georges Titre-Ande au micro de Jean Simakwala. Nous qui sommes sur le terrain, nous avons réalisé qu'il y a des murmures et il y a des gens qui n'ont pas tellement confiance. C'est pourquoi nous avons pensé qu'au lieu simplement d'écouter, de commenter, pourquoi ne pas s'asseoir, voir s'il y a des problèmes qui peuvent nous amener à perdre confiance dans les élections qui se préparent et pour voir s'il y a des côtés positifs qu'on peut encourager et comment ensemble nous pouvons avancer. C'est pour ça que nous avons demandé que les gens puissent venir avec nous, s'asseoir ensemble pour analyser, voir les bons signes et les signes qui ne marchent pas et comment nous pouvons contribuer nous tous pour relever ces défis afin qu'on puisse atterrir bonnement aux élections le 20 décembre. Les gens relevaient les défis, les gens relevaient les points forts, mais on a constaté qu'il y a quelques soucis au niveau des fichiers électoraux, au niveau des listes et aussi parfois des langages qui ne marchent pas bien, qui peuvent créer de la haine ou bien des violences. Alors nous avons dit que nous devons travailler ensemble en tant que société civile, travailler ensemble et aussi travailler avec nos responsables. Nous voulons engager des dialogues entre nous et aussi nos responsables pour qu'on puisse résoudre les petits soucis qui existent. Puisque les observer seulement, ça n'a pas de sens. Monseigneur Archevêque de l'Église anglicane Georges Titre-Ande. Direction la province du Kwilu, une question orale, une question écrite a été adressée au gouverneur de la province. C'est sur la concession de 42 000 hectares attribués à la compagnie agropastorale du Congo dans le territoire de Bagata. Le député provincial Donald Sindani veut voir clair sur le sort des terres occupées par les communautés locales. Dans cette question, l'élu de Massimaniba veut savoir si ces terres ont été attribuées gratuitement ou non à la société Cap Congo. Donald Sindani s'interroge si cette concession ne sera pas l'origine des conflits de type Mobando dans le territoire de Kwamut. On l'écoute au micro de Jonathan Messa. J'ai adressé une question écrite au gouverneur de la province du Kwilu pour avoir les informations autour du contrat de partenariat signé par la province et une société, compagnie agropastorale du Congo, au terme duquel contrat la province cède, et on ne sait pas si c'est à titre gratuit ou à titre onéreux, 42 000 hectares de terre à cette société pour exploitation. Nous avons posé quelques questions au gouverneur de province, notamment pour savoir que gagne la province dans ces contrats. Est-ce que ces terres cédées ne seront pas celles prévues par les dispositions des articles 387 et 388 de la loi dite foncière qui concernent les communautés locales, les terres
exploité par ces communautés, de sorte que nous avons peur que ce qui se passe actuellement dans les territoires de Kwamount ne puisse se transporter aisément dans les territoires de Bagata. Le député provincial Donald Sidani. Comment rapatrier les richesses africaines que possède l'Europe coloniale? Des chercheurs du continent regroupés au sein de l'African Studies Association of Africa vont se réunir du 25 au 28 octobre à Lubumbashi dans la province du Katanga pour en parler. Le thème retenu pour ces assises est rapatrier l'Afrique, problématique ancienne, perspective et critique. Écoutez tour à tour le professeur Alexis Takizala, recteur de l'université Nouvel Horizon de Lubumbashi, et le père Toussaint Kafarire, directeur général du centre ARUP, sur des extraits choisis par Myriam Boketchou. Il existe depuis quelque temps au niveau mondial un courant qui veut que ce que l'Europe coloniale a à l'Afrique, je veux dire, soit rapatrié. Ce courant-là qui a finalement attiré tous ces chercheurs et veulent ensemble réfléchir, voir les voies et moyens de ce rapatriement. Les objets d'art, par exemple, ça c'est du matériel, le patrimoine immatériel de l'Afrique. Parmi les conférences que nous allons avoir, il y a tout un panel en fait qui va s'épancher par exemple sur les minéraux. Qu'est-ce que les minéraux ont à voir avec la restitution? Deuxième guerre mondiale a pris fin grâce aux minéraux qui sont partis d'ici chez nous, les Chinkolo. Quelle est la contribution du Congo dans l'évolution, Congo ou de l'Afrique en général, dans l'évolution de cette modernité dont nous parlons? Et est-ce que nous pouvons nous en rendre compte pour être capables justement de demander une forme de réparation? Jusqu'aujourd'hui, combien de nos populations continuent à travailler à main nue dans des mines où la radioactivité n'est pas nécessairement bien mesurée? Il y a des formes peut-être de risques que cette population est en train de prendre pour que les téléphones, les ordinateurs, les fibres optiques, tous ces gens qui vont sur la Lune soient capables de continuer avec la technologie. Est-ce que nous pouvons dire, écoutez, soyez conscients de ça, et s'il y a réparation à faire, quelle est notre part? Des propos recueillis par Myriam Boketchou. On parle aussi de la lutte contre les antivaleurs dans le secteur douanier. La direction générale des douanes et Axis veut maximiser les recettes et lutter contre la fraude. Pour y arriver, la DGDA procède à la relecture de son code. Au cours de ses travaux, il est question d'évaluer les facteurs favorisant la maximisation des recettes fiscales et la lutte contre la fraude afin d'atteindre ces assignations. Le point avec Jean-Claude Kalenga, directeur général adjoint en charge des questions financières et administrative des douanes et Axis, au micro de Rémi Moulingati. La revue des propositions évoquées si haut fait ressortir que les principales préoccupations soulevées portent sur les matières suivantes. La liste des produits d'Axis, le fait générateur des droits d'Axis et du droit d'Axis spécial, la déclaration de profession valant demande d'autorisation de production de marchandises ou de fourniture de services, la surveillance des fabriques, le taux d'imposition. Toutes ces questions devront être examinées minutieusement, notamment en se référant aux droits comparés et en prenant compte les options fondamentales qui ont sous-tendu la réforme des Axis en 2018. À cet effet, je voudrais ici rappeler que les recettes des Axis occupent une part importante dans le budget de l'État. Pour l'exercice en cours, les prévisions sont de l'ordre de 442,7 milliards de francs congolais, soit 29% des recettes des douanes et Axis. Ainsi, dans un environnement caractérisé notamment par la mise en œuvre de la ZLECAf impliquant la suppression progressive des droits des douanes, il importe d'optimiser les recettes des Axis tant à l'importation en régime intérieur en vue de l'atteinte des assignations. Jean-Claude Kalenga, le directeur général adjoint de la DGDA. On parle maximisation des recettes à la DGDA. On parle aussi maximisation des recettes dans la province du Kasaï oriental. La 3e édition du forum sur le dialogue fiscal s'est clôturée lundi à Bujimaï, organisée par le gouvernement provincial sous financement du projet Encore. Cette activité avait pour but d'adopter des stratégies pouvant permettre aux autorités locales de se doter des moyens de leur politique. Cette rencontre a réuni toutes les parties impliquées dans la mobilisation des recettes en province. Ces travaux ont permis de revoir le niveau d'exécution des recommandations formulées lors des précédentes éditions du forum sur le dialogue social et de proposer des pistes de solutions pour davantage maximiser la mobilisation des recettes au Kasaï oriental. Détail, Nicolas Kazati.
C'est dans une province essentiellement confrontée par les difficultés dans la mobilisation des recettes que l'exécutif provincial tente de trouver des voies et solutions pour se doter des moyens de sa politique. Sous financement du projet encore, une 3e édition du forum sur les dialogues fiscaux a été organisée pour cette fin. Ayant réuni les gouvernements provinciaux, la direction provinciale des recettes et la société civile locale, ce forum a abouti à la signature d'un protocole d'accord entre les parties prenantes. Recommandations et stratégies adoptées pour mobiliser les recettes, mais la question des redevabilités doit être prise en compte, déclare maître Jean-Claude Moussas Magnang, coordonnateur provincial du projet encore. La province pourra ainsi arriver à mobiliser suffisamment de ressources qui pourront bien entendu être gérées avec comme soubassement l'essence élevée de la redevabilité. Parce que quand l'assujetti paye l'impôt ou la taxe, il a besoin de voir des actions à impact visible. Le respect des engagements pris lors de ces forums est une obligation, rappelle pour sa part le ministre provincial des Finances, Anaclé Mutombo. Toutes les parties prenantes doivent s'assumer dans la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre eux. Signalons par ailleurs que le prochain forum sur les dialogues fiscaux sera essentiellement consacré à l'évaluation de toutes les activités liées à la mobilisation des recettes au Kasaï oriental. Mboujimaï, Nicolas Kazadi. Top Congo FM. Vers la résolution définitive des crises récurrentes pour la gestion de IMCA, IWK en RDC. Une assemblée générale extraordinaire et élective a eu lieu au siège de cette association internationale. Au cours de ces assises, IMCA et IWK aura un comité national. Les travaux de cette assemblée sont dirigés par Maître Achille Malambou, conseiller du ministre de la Jeunesse. Ils doivent se clôturer le 28 octobre. Pour le délégué du ministre de la Jeunesse à ces assises, les récurrentes crises au sein de IMCA doivent être résolues de manière définitive. On écoute Maître Achille Malambou au micro de José Ipachi. Ces travaux sont organisés d'abord dans un contexte de crise à l'IMICA. Cette crise date de plus de 10 ans et aussi dans le contexte d'un glissement de plus de 10 ans. Donc les autorités, en particulier son Excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse, le docteur Yves Bunkoulou, y a travaillé pendant 2 ans pour que nous puissions arriver à ces stades. Les élections ou le renouvellement des mandats à l'IMICA est la seule solution qui peut apporter la paix et l'avancement de cette association mère pour la jeunesse. L'attente, c'est d'abord la quiétude, la paix, la cohésion au sein de l'IMICA, parce que je dis que l'IMICA, c'est l'association mère de la jeunesse. Si l'IMICA ne marche pas, donc les autres associations vont en souffrir. Et la jeunesse congolaise, bien sûr. C'est pour cela, vous avez vu l'implication de leurs excellences. Je cite Madame le ministre de la Justice et son Excellence le docteur Yves Bunkoulou, pour que la jeunesse rayonne à travers cette association mère. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous allons éviter, parce que nous connaissons ce qui est à la base de ces conflits, nous allons éviter pour juguler définitivement cette crise. Maître Achille Malambou, conseiller du ministre de la Jeunesse. Organisation des épreuves certificatives en RDC, le ministère de l'EPST dispose désormais d'un manuel de procédure de l'examen d'État, une grande innovation qui intervient 56 ans après l'instauration de cette épreuve nationale. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a rendu public et remis à l'inspection générale de l'EPST cet outil de travail de grande importance dans l'organisation des épreuves certificatives en RDC. Ce manuel est un document de travail qui retrace le processus de l'enrôlement du finaliste jusqu'à la publication des résultats de l'examen d'État. D'après le ministre de l'EPST, ce manuel de procédure vient corriger les écueils qui perturbaient l'organisation de cette épreuve. Il a pensé doter l'inspection générale de l'EPST de cet outil qui est une innovation dans le sous-secteur avec comme but de formaliser les procédures de l'Exéta sur l'ensemble du territoire national. On écoute Todi Mwaba au micro de Mamichela. Tous les problèmes, c'est après ces manuels. Est-ce que c'est un simple chiffon qu'on vient de confectionner qui va aller peupler les cimetières de nos archives qui sont dans la poussière, ou bien ces manuels vont effectivement nous aider à améliorer notre système d'évaluation certificative, comme on l'a dit, de l'enrôlement à la publication aux examens d'État. Il faudrait que ces manuels aient servi à quelque chose. Beaucoup de défaillances, on a dit, c'est parce qu'on ne savait pas qui fait quoi et quand. Et en cas de défaillance, qui doit répondre?
Les manuels de procédure donnent la réponse à toutes ces questions-là. Donc, désormais, tous les intervenants dans toutes les étapes, chacun sait ce qu'il doit faire et quand il doit faire. Et si c'est mal fait, il doit répondre. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, et puis les enseignants de la province éducationnelle Mongala 2, précisément ceux qui sont payés par Caritas, n'ont toujours pas perçu leur salaire du mois de septembre. Selon le permanent des syndicats des enseignants des écoles conventionnées catholiques de Bumba, aucune information n'est fournie par le point focal de Caritas après plusieurs démarches entreprises. Rodrigue Mondandi plaide pour que la paye soit confiée à une autre banque ou coopérative financière. On l'écoute au téléphone de Rachel Innesiwe. Nous sommes aujourd'hui le 24 octobre 2023 que le salaire des enseignants du mois de septembre n'est pas encore payé. Donc, nous totalisons 55 jours de retard. Et cette expédition, je dirais punitive, ne concerne que les écoles de la province éducationnelle Mongala 2 qui sont payées par la Caritas. Alors que les écoles de la Mongala 1, disons l'Isala, Bongananga, payées par la Robank affilante, COPEC, avaient reçu leur argent il y a 3 semaines passées. Nous avons tenté de contacter l'abbé Ignace, point focal de Caritas, pour nous éclairer sur cette faille de Caritas, mais c'était sans succès. Ce mutisme a énervé les enseignants essoufflés qui viennent réclamer leur salaire de septembre et au besoin celui d'octobre auprès de la Caritas. Ou alors parce que les retards de Caritas sont récurrents et excessifs dans chaque paye. Les enseignants souhaiteraient son désengagement de cette mission de paye des enseignants pour être remplacés naturellement par des institutions bancaires, notamment Robank ou affilantes, ayant qualité d'effectuer avec toute assurance et sécurité la paye des enseignants. Le syndicaliste Rodrigue Mondandi. Bientôt la tenue du premier sommet des 3 grands bassins des forêts tropicales au monde, du 26 au 28 octobre. Les dirigeants des pays membres des bassins du Congo, de l'Indonésie et de l'Amazone vont se retrouver autour d'une table Congo-Brazzaville. Selon le professeur Joseph Malassi, conseiller diplomatique, politique et climat de la ministre d'État en charge de l'environnement, ce sommet est un signal fort qui démontre l'intérêt pour ces 3 poumons de l'humanité de conjuguer ensemble leurs efforts afin de faire valoir leurs droits. On écoute le professeur Joseph Malassi au téléphone de Myriam Iraghi. Le sommet qui a lieu à Brazzaville se tient sous l'égide de la Commission climat du bassin du Congo. Il vise plutôt à mettre autour d'une table des 3 bassins tropicaux de la planète qui sont le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo et le bassin du Bornéo-Mekong qui est en Asie du Sud-Est, qui sont actuellement les derniers poumons de la planète. Pour rappel, ces 3 bassins représentent à eux seuls plus de 80% de la superficie des forêts tropicales de la planète. Est-ce qu'avec ces fronts qui se constituent, on peut parler d'un moyen de pression pour ces 3 bassins-là afin d'accéder finalement aux promesses qui jusque-là ne sont pas réalisées? Je crois qu'il y a une étape diplomatique et une étape juridique très importante au niveau du droit international à franchir, qui est la constitution des organisations de bassins qui, en leur tour, une fois constituées, pourront amener la synergie des 3 bassins de manière cohérente. Donc nous croyons que, ça c'est vraiment un avis très personnel, nous croyons que le sommet de Brazzaville sert justement de signaux, de sonnettes d'alarme, qu'il est plus que temps pour que les bassins tropicaux de la planète se mettent ensemble. Maintenant, la mise en œuvre de cette mise en commun des efforts devra suivre une certaine démarche orthodoxe telle que nous le savons en droit international et en droit des organisations régionales. Joseph Malassi au téléphone de Myriam Iraghi. Et puis le danger de disparition guette les quartiers Chikapa, Télécom et Don Bosco dans la commune de Mongafula. Une érosion est en train de progresser avec les pluies diluviennes qui tombent en cette saison pluvieuse. L'alerte est de 2 notables de ces quartiers, Cédric Madiantou et Odiachi Mangagelo, qui se veulent défenseurs des habitants de cette commune. Le premier candidat à la députation nationale et le second est à la députation provinciale pour le compte d'AVC Autre Vision du Congo de Didier Boudimbou. Ils sont tous au micro de Pascal Kapalaï. C'est vrai que le pays a déjà beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes à caractère social, mais on ne peut pas quand même accepter que ce peuple déjà qui croupit dans la misère, notamment le chômage ou même encore les effets de cette crise avec les prix des biens qui ne permettent pas à la population d'avoir un bon pouvoir d'achat,
qu'on y ajoute aussi la perte des habitations, alors que le chef de l'État puisse peser de tout son poids. Nous demandons juste le secours du chef de l'État par rapport à la situation qui prévaut ici à Mongafula, précisément au quartier Télécom, Tsikapa et Don Bosco, une situation d'érosion. Donc avec le début de la pluie, la population va davantage souffrir. Mais encore, les problèmes de la circulation avec les problèmes de la route qui relie des pompages à Don Bosco. C'est vrai qu'il y a eu déjà des caissements, mais par les mauvaises foi des personnes, ces travaux ont été arrêtés juste à Kimboala. Des propos recueillis par Pascal Kapala. Et puis des embouteillages quotidiens qui rendent la vie difficile à la population. Ça se passe sur la RN1 dans son tronçon Cité Verte Mitendi, une dizaine de kilomètres. Que les populations de Mitendi, Beseke, Kimbondo, Jolicite et Sans-Fil sont parfois contraintes de parcourir à pied. Selon plusieurs témoignages, la reprise des activités des véhicules poids lourds est à la base de cette situation. Dieu merci. Loussa Koumoulou revient dans ce reportage sur ce qui s'est passé le week-end dernier dans cette zone. Le moins qu'on puisse dire pour décrire convenablement cette situation, c'est qu'il s'agit d'une torture pour les habitants de Mitendi, Jolicite, Mbenseke, Kimbondo et Sans-Fil. Avec ses colis de provisions alimentaires en main, Augustin Boisbois n'a pas hésité à parcourir Matadi-Kibala à Mitendi à pied. Ce matin, je quittais Mbenseke à 6h pour fuir les embouteillages, mais j'étais pris dans les embouteillages. Je suis arrivé à Matadi-Kibala à presque 9h. Je quittais Matadi-Kibala à 20h, il est presque 22h. Il y a tellement un grand embouteillage qui m'a pas permis d'attendre. J'ai commencé à faire le pied parce que je n'ai pas de choix. J'ai quitté Matadi-Kibala à pied et je dois arriver Mitendi à pied. Au-delà de l'étroitesse de la route et du fait qu'elle soit la seule à emprunter pour rejoindre Kinshasa en venant du Congo central, c'est surtout la reprise des activités des véhicules poids lourds qui complique la situation. La route est inondée par une colonne de véhicules remorques. Les motards conduisent dans tous les sens. Il y a une marée humaine qui se dirige de deux côtés. Alors les chauffeurs de véhicules poids lourds, nous avons constaté que depuis ils ont repris avec le trafic, que la nationale numéro 1 est de nouveau pratiquement infréquentable. Cette situation n'est pas sans conséquences sur le plan économique pour des ménages déjà asphyxiés. Ils sont obligés de payer pas moins de 15 000 francs de transport. Vraiment, voyez-moi. C'est 500 francs. Maintenant qu'il n'y a pas de transport et il n'y a que les motos qui se quittent, on doit payer moins 3 000 francs. Là, c'est pour descendre et pour monter 3 000. Voyez-moi ça. Et si je dois quitter Mitendi pour la ville, voyez, je vais payer combien? Ça fait trop. Pour mettre fin définitivement à cette situation, la population de ce coin suggère la construction de la route des caravanes Mboudi-Mitendi, dont les jonctions avec la route Matadi sont déjà disponibles. Il doit vraiment penser et résoudre un peu cette situation parce que ça commence à faire un peu trop. Il n'y a pas de route, c'est ça le problème. L'État doit songer, ouvrir la route des télécoms, et la route des Millennium et voir Kingatoko. Il y a beaucoup de voies. Si on va rester qu'avec cette route de Matadi, je pense que vraiment ça sera compliqué. Le malheur de la population fait par ailleurs le bonheur de motards. Ce moyen de transport devient le principal dans cette situation avec tous les risques que cela comporte. Un reportage de Dieu merci, Loussa Koumoulou. On va terminer par cette nouvelle. Les baleinières en bois, vieilles de 5 ans, ne pourront plus naviguer sur le fleuve Congo et sur les lacs de RDC. Un arrêté sera pris d'ici ce week-end par le ministre des Transports et de Communication pour annoncer les sociétés frappées par cette décision. Entre-temps, une circulaire rendue publique par le secrétaire général au Transport et de Communication sur instruction de Marc Ekila fixe les conditions pour obtenir l'autorisation de naviguer sur les eaux congolaises. Détail, Éric Lukoki. Dans cette note circulaire, le secrétaire général au transport rappelle aux exploitants du secteur qu'aucune unité flottante, quel que soit son statut, ne peut prendre le départ d'un port de la RDC si elle n'est munie de tous les documents de bord à jour. Tout bateau doit disposer à bord d'un équipement radiocommunication fiable et certifié. Les bateaux transportant les produits pétroliers ne peuvent pas transporter les passagers. Tout bateau transportant les passagers doit disposer à son bord pendant la navigation du matériel anti-incendie. Tout armateur a l'obligation de recycler son personnel navigant au centre de formation CFR-FNI avant d'obtenir les titres de capacité. Le capitaine ou conducteur doit veiller au respect du nombre de passagers à transporter pour qu'il soit conforme à l'autorisation délivrée par l'inspecteur de la navigation sur le certificat de navigabilité. Tout armateur doit disposer impérativement du matériel de sauvetage, gilet, corset, bouée en nombre suffisant au prorata de passagers
à bord d'une unité navigante sur les réseaux fluviales et lacustres du territoire national. Aucune unité flottante ne peut quitter le port ou le beach si elle n'est munie d'une assurance responsabilité civile en cours de validité. La navigation de nuit est strictement interdite pour toute embarcation en bois et toute autre unité en acier dépourvue de feu de navigation. La durée de vie d'une embarcation en bois est de 5 ans. Elle doit subir des visites techniques à flot chaque 4 mois et les visites en cale sèche chaque année. Les titres d'exploitation des unités ou embarcations ainsi que ceux des capacités professionnelles du personnel navigant doivent impérativement être à jour et à bord en original et non en photocopie. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mise en onde Alain Pascal Bongo. Merci à Théodou Sakeno qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Racheline Sioué et Eric Lukoki qui ont participé à la rédaction. Pascal Capel était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur www.topcongo.live et sur les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7.